Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme indiqué, le début de ce 5e chapitre du cours de fiabilité et sûreté de fonctionnement se fait sous forme de MOOC. Sur cette partie consacrée aux méthodes d'analyse prévisionnelle, je vous propose de traiter d'abord des méthodes d'estimation de la fiabilité, dont notamment l'analyse du taux de défaillance, l'analyse du taux de charge et l'analyse de disponibilité. Ensuite, nous traiterons une partie ordonnancement, mais en séance. Avant de rentrer en phase de production, il est nécessaire de faire une analyse de la sûreté de fonctionnement de tout système, de manière à déterminer quelle est sa fiabilité, sa disponibilité, sa maintenabilité et la sécurité du système. Pour ce faire, on va devoir construire un modèle de fiabilité, en intégrant à l'intérieur de ce modèle toutes les défaillances qui vont être lues aux différents composants du système, mais également les erreurs humaines d'usage et également l'impact que le système peut engendrer sur son environnement. En tout cas, le modèle, lui, doit prendre en compte toutes les pannes qui vont altérer la sûreté de fonctionnement. Il existe énormément de méthodes d'analyse. Parmi celles non exhaustives que je vous propose, on va traiter notamment l'analyse des taux de défaillance, l'analyse des taux de charge, voir rapidement la méthode de l'analyse de disponibilité, mais également donc traiter l'analyse préliminaire des dangers, l'analyse préliminaire des risques, les analyses des modes de défaillance et de leurs effets, AMDE, et l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, AMDEC, avant de traiter dans le dernier chapitre les arbres de défaillance. Lorsqu'on est en phase de conception d'un produit, les différentes analyses, elles doivent s'enchaîner au fur et à mesure de ces phases de conception. Par exemple, dans une première phase, vous allez examiner les différentes solutions avant d'obtenir un design provisoire de votre solution retenue. Puis en phase 2, vous allez approfondir cette solution pour obtenir un design définitif et par la suite développer complètement la solution que vous avez retenue. Pour ce faire, vous allez utiliser à chaque étape soit des méthodes déterministes, comme l'AMDEC pour les principaux modes de panne, et également pour obtenir un schéma de fiabilité. C'est ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, ce qu'on fera dans le chapitre suivant. Mais également, quand vous êtes en phase de développement de la solution, vous allez analyser souvent le pire cas que vous pouvez rencontrer et également analyser les taux de charge. Vous utiliserez également des outils probabilistes, comme notamment l'estimation de la fiabilité, qu'on va voir encore un petit peu tout à l'heure, et également comparer les différentes solutions dans la phase 1. En phase 2, vous allez estimer la fiabilité et ensuite mesurer la fiabilité de manière plus opérationnelle quand vous allez développer la solution. Première méthode d'analyse prévisionnelle, c'est celle de l'estimation de la fiabilité, notamment l'analyse du taux de défaillance. L'objectif, c'est d'obtenir le taux de défaillance instantané, le fameux lambda, en fonction des différentes conditions d'utilisation et des différentes contraintes que l'environnement va imposer à notre système. Ça va vous permettre notamment de dimensionner les stocks quand vous avez un objectif de maintenance et également ça va pouvoir servir de point d'entrée à une analyse de fiabilité plus poussée. Donc en général, on utilise des normes et des ABAC qui vont préciser les taux de défaillance des différents composants utilisés ou des modèles de prédiction des taux de défaillance. Un exemple, considérons donc la défaillance d'un circuit intégré. Donc on a un certain taux de défaillance de notre circuit intégré qui va être dû à la fois à la partie semi-conducteur et la partie boîtier, qu'on va estimer comme étant la composition d'un certain taux de défaillance basique de la puce, qui est fonction de son type, de sa technologie, de sa complexité, mais également du taux de défaillance basique du boîtier, pareil, fonction du type, du nombre d'entrées-sorties. Et on va prendre en compte également certains autres paramètres comme un facteur d'accélération, notamment lié à la température, par rapport à la loi d'Arrhenius qu'on a déjà évoquée, et avec un facteur environnemental, la plupart du temps, lié à des ABAC. On va également prendre en compte un facteur de qualité, qui va être fonction des tests de qualification que votre composant circuit intégré va comprendre, va subir, et également un facteur de linéarité pendant la phase de maturité, car comme on l'a déjà vu, notamment dans le cas de l'américain moyen, en phase de maturité, le taux de défaillance peut légèrement croître. Et on va tenir compte également d'un facteur qui va être lié au stress électrique, puisque chaque composant n'étant pas soumis au même régime de fonctionnement, il ne va pas réagir de la même manière et vieillir de la même manière. Un petit exercice qui va faire le lien avec le chapitre précédent sur l'analyse des taux de charge également en fin de cet exercice. Considérons un système qui contient un dispositif de relais de signal qui comprend donc une antenne, deux récepteurs qui vont être câblés en redondance chaude 1 sur 2, un multiplexeur fréquentiel 4 canaux, qui va être suivi ensuite d'un groupe d'amplificateurs monté en TMR 4 sur 6, et finalement suivi d'un démultiplexeur 4 canaux alimentant une antenne. Le dispositif est conçu pour avoir une durée de vie utile de 15 ans. Chacun de ces éléments va fonctionner normalement à 35 degrés. Les éléments fréquentiels par contre vont chauffer, ce qui va provoquer un échauffement donc moyen de 15 degrés supplémentaires et introduire un facteur d'accélération de 30% dans le vieillissement. Le taux de défaillance de chaque élément est résumé dans le tableau qui suit, à 35 degrés. Donc vous avez 20 feet pour l'antenne, 200 pour le récepteur et 60 pour le multiplexeur, 1000 pour l'amplificateur, 40 pour le démultiplexeur et 20 pour l'antenne d'émission. Il vous a demandé donc de tracer le diagramme de fiabilité avant de calculer la fiabilité en fin de vie de chaque élément à 35 degrés et à 50 degrés.
Vous pouvez mettre en pause la vidéo. Sinon, voici donc la réponse. Le diagramme de fiabilité se lit pratiquement directement sur le schéma de principe qu'on avait développé à la page précédente. Vous avez donc tous les moyens en entrée, une antenne, 2 récepteurs montés en parallèle. C'est la même chose que de les monter en parallèle au niveau de la fiabilité quand on a 2 éléments, comme on l'a vu au chapitre précédent. Le multiplexeur, les 6 amplificateurs, dont 4 doivent fonctionner dans le voteur, donc 4 sur 6, suivi d'un démultiplexeur et de l'émetteur. Les formules du TMR 4 sur 6, vous les retrouverez dans le cours précédent. 10 R6 moins 24 R5 plus 15 R4, R étant la fiabilité d'un des éléments. Le MTTF, bien sûr, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de notre R de T, ce qui nous donne donc 10 sur 6 lambda moins 24 sur 5 lambda plus 15 sur 4 lambda. Dans le tableau qui suit, vous avez l'ensemble des taux de défaillance repris pour chacun des composants lorsqu'ils fonctionnent à 35 degrés et ceux qui sont en gras dans la deuxième ligne lorsqu'ils fonctionnent à 50 degrés. Les calculs de la fiabilité au bout de 15 ans pour les éléments seuls à 35 degrés ont été présentés dans la troisième ligne. Ceux qui fonctionnent avec redondance font l'objet, donc notamment pour le multiplexeur, l'amplificateur, d'un calcul complémentaire pour déterminer le bloc récepteur, quelle est sa fiabilité. Donc 99,96% au lieu de 97,65% pour un seul composant pour le récepteur, c'est normal puisqu'ils sont en parallèle. Donc la formule, vous la connaissez maintenant par cœur. R égale 1 moins le produit des 1 moins R. L'amplificateur, donc on applique la formule du TMR 4 sur 6 donnée juste avant. Vous avez ensuite le détail sur les éléments seuls à 50 degrés et les éléments avec la redondance incluse. Ce qui nous conduit donc à un MTTF, lorsque l'on inclut la redondance, de l'ensemble du système, qui vaut donc 3700 et quelques pour l'antenne émettrice ou réceptrice, 598 pour le récepteur, 1900 pour le multiplexeur, 88 pour l'amplificateur et 2850 pour le démultiplexeur. Sachant que je vous ai mis également pour information le fait que le récepteur tout seul n'aurait qu'un MTTF de 399 ans, puisque c'est l'unité que nous avons utilisée, et 22 ans pour l'amplificateur. Notre taux de charge, donc on va le définir par extrapolation des moyens de fiabilité connus. On va prendre notamment le MTTF comme élément de mesure de ce taux de charge. Sinon, généralement, on se fonde sur le TBFR et le MDT. On peut également donc modéliser le système par un réseau de Petri. En tout cas, nous prendrons ici un indicateur qui va valoir la durée de la mission divisé par le MTTF de l'élément et nous vérifierons si cet indicateur est inférieur à 20%. C'est le paramètre tel qu'on se le fixe. On estime normal que notre système doit avoir fonctionné à moins de 20% du MTTF. Dans d'autres domaines de l'industrie, on peut utiliser simplement 10% de fiabilité autorisée pour considérer que le système n'est plus performant. Dans le cas contraire, donc si on est supérieur à 20%, eh bien dans ce cas-là, il va falloir proposer une solution pour améliorer la MTTF de l'élément qui va être trop fragile. Quand on fait le calcul de cet indicateur de taux de charge, donc on constate que l'antenne c'est 0,28%, ainsi de suite, et l'amplificateur par contre lui est à plus de 22%, il est à 23,77%. À partir de là, donc il faut qu'on essaye de corriger le système. Le plus simple, comme on a déjà un système de TMR, c'est de rajouter un 7e amplificateur en redondance. Et on refait les calculs de la fiabilité de notre TMR 4 sur 7, qui est donné donc étant moins 20 R puissance 7, etc. jusqu'à 35 R puissance 4. Ainsi, donc, quand on rajoute le 7e élément en redondance, on arrive à un taux de charge de 17,31%, ce qui veut dire donc que l'on remplit bien les conditions que l'on avait fixées au départ dans le cahier des charges. Un autre exemple sur les méthodes d'estimation de la fiabilité, c'est l'analyse de la disponibilité. L'objectif étant d'estimer la probabilité qu'un système soit en état de répondre à une fonction à un instant donné. Le paramètre qu'on va considérer, c'est la disponibilité opérationnelle moyenne, qu'on va définir comme étant le pourcentage de temps moyen de la mission sur la durée de vie de la mission. Ça va intégrer donc la maintenance. Pour ce faire, on va donc se servir des outils comme le taux de défaillance prévisionnelle, lambda de T, et également le temps de maintenance nécessaire pour réparer le système en panne. Deux méthodes qu'on va voir au point 1 et au point 2, et une troisième méthode sur les réseaux de Petri. Donc je vous rappelle que ce n'est pas l'objet de ce cours, ça se fait par ailleurs. La méthode analytique et les graphes de Markov. Ça se fait bien entendu, ce type d'analyse de disponibilité, en phase de conception, avant d'avoir déjà lancé le système sur le terrain. Ainsi, la disponibilité du système, elle va dépendre uniquement de la fréquence des fautes, c'est-à-dire de la fiabilité de notre système, de la durée des interventions de la maintenance, c'est-à-dire de la maintenabilité, et également de tous les moyens matériels, humains et toutes les stratégies de maintenance qui ont été développées par l'organisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la logistique. La méthode analytique, elle se fonde sur la disponibilité théorique. C'est-à-dire que la disponibilité, on avait dit que c'était mu sur lambda plus mu,
autrement dit le MTBF sur le MTBF plus le MTTR, et ça correspond, cette valeur de disponibilité, à la disponibilité maximale en régime permanent, c'est-à-dire à l'asymptote de la disponibilité instantanée qui, elle, va osciller entre la courbe violette et la courbe verte, jusqu'à ce que l'on trouve le régime permanent de fonctionnement du système et qu'on arrive sur cette fameuse disponibilité théorique. Bien sûr, on utilise très rarement un système tout seul. Il y a toujours des systèmes qui sont associés à l'intérieur de notre système global. Donc de la même manière que l'on pouvait, pour la fiabilité, associer des blocs fonctionnels à la fiabilité, on va pouvoir également décrire la disponibilité sous forme d'un arbre de disponibilité, avec des associations séries et des associations parallèles, de la même manière que la fiabilité. Et de la même façon que pour la fiabilité, la disponibilité évolue en fonction des éléments de chacun des composants. Le produit des disponibilités, qui sont toutes inférieures à 1 lorsque le système fonctionne en série, et le 1 moins le produit des 1 moins D lorsque le système fonctionne en parallèle d'un point de vue de la disponibilité. On a également d'autres notions connexes qui peuvent exister, comme la disponibilité opérationnelle, c'est-à-dire que, pareil, on va définir un paramètre qui va être le temps d'utilisation opérationnelle, qui va forcément être inférieur à 100%, et on peut définir que la disponibilité opérationnelle réelle du terrain, c'est 1 moins D sur alpha, la disponibilité D de l'appareil en tant que tel. Si le système est utilisé en dessous du maximum de ses capacités, on aura une disponibilité qui va être nécessairement inférieure à la disponibilité théorique. Et l'indisponibilité, bien sûr, c'est défini comme le complément à 1 de la disponibilité, de même que la fiabilité et la disponibilité ont cette particularité d'être le complément à 1 de l'autre. L'indisponibilité, c'est 1 moins la disponibilité, autrement dit, c'est lambda sur lambda plus mu. La deuxième façon de faire les analyses de disponibilité, c'est grâce au graphe de Markov. Par exemple, un système composé de deux éléments en parallèle, dont on connaît pour chacune des structures le lambda et le mu. On peut les représenter par une chaîne de Markov, comme on l'a déjà vu au chapitre précédent, avec un état 0 dans lequel les deux sous-systèmes sont fonctionnels, une probabilité lambda 1 delta 1 de passer de l'état 0 à l'état 1, et également une probabilité lambda 2 delta t de passer à l'état 1. On va réparer notre système donc avec une probabilité mu1 si on n'a pas eu lambda 2 au préalable et mu2 si on n'a pas eu lambda 1 au préalable pour revenir à l'état 0. Et une fois qu'on est dans l'état 1 dans lequel on a un seul des deux états qui est opérationnel, on a une probabilité lambda 1 s'il n'y a pas eu lambda 2 et une probabilité lambda 2 s'il n'y a pas eu lambda 1 de retomber à l'état 2 dans lequel les deux systèmes sont inopérationnels. Et pour revenir donc de l'état 2 à l'état 1, on a une probabilité mu1 de réparer ou mu2 de réparer pour revenir à l'état 1. Ainsi, on va pouvoir fusionner l'ensemble de notre chaîne de Markov dans cette deuxième solution beaucoup plus simple à lire. Donc de l'état 0, on passe à l'état 1 avec une réalité 2 lambda, si tous les lambdas sont les mêmes dans le système et tous les mu sont les mêmes. On va revenir de l'état 1 à l'état 0 avec une probabilité mu dt de revenir à l'état 0. Et pareil, pour aller de l'état 1 à l'état 2, on aura une transition qui va valoir uniquement si on a lambda comme possibilité, et de mu pour revenir de l'état 2 à l'état 1. Ainsi, on va pouvoir définir une matrice de transit, donc qui se fait exactement comme toutes les matrices de transit habituelles dans les graphes, avec, pour quitter l'état 0, une probabilité, une valeur moins de lambda pour retourner dans l'état 1, et une probabilité plus mu de revenir à l'état 0 depuis l'état 1. On va essayer de résoudre donc par les équations différentielles sur les probabilités instantanées ce système, de manière à savoir quelle est la probabilité que notre système soit à l'état 0, à l'état 1 ou l'état 2. Autrement dit, donc on va calculer la dérivée de la probabilité d'être à l'état 0, celle d'être à l'état 1, celle d'être à l'état 2, comme étant la matrice de transit qu'on a définie par rapport au graphe de la chaîne de Markov, multipliée par la probabilité d'être à l'état 0, l'état 1 ou l'état 2. Avec bien sûr la somme de tous les états à l'intérieur de notre système qui valent 1 au maximum, puisqu'on ne peut à tout instant être qu'en un et un seul endroit à la fois. Quand on va être en régime permanent, normalement, il ne va pas y avoir de variation, donc on peut dire que tous les dés des probabilités sur dt sont égales à 0. À partir de là, il suffit simplement de résoudre un système de n équations à n inconnues, n étant le nombre d'éléments. On se retrouve en direct live pour la suite. Merci d'avoir suivi cette partie de MOOC. Nous nous retrouverons donc le premier vendredi de novembre pour la partie présentielle sur la suite du chapitre 5.